Notre premier invité déjà sur ce plateau, bienvenue Monsieur Papi Tamba. Bien, merci, et bonjour. Bonjour aussi à vous, vous êtes analyste politique indépendant. Avec vous, nous allons parler de l'approche analytique sur cette situation sécuritaire de l'Est de notre République, la République démocratique du Congo. Il s'est tenu hier une plénière à huis clos au Parlement, ici à l'Assemblée nationale à Kinshasa. Quelle lecture faites-vous en général? Quel état des lieux de la situation sécuritaire, surtout à l'Est de la RDC? Merci beaucoup pour l'invitation. En ce qui me concerne, je salue à juste titre cette décision pour que la plénière se passe un peu à huis clos, parce que la matière est sensible et ne nous voilons pas la face. L'Est de notre pays nous habitue avec des théâtres. Les gens pensent que ça commence aujourd'hui, mais je vais vous dire une chose. C'est que lorsque le feu Laurent Désiré Kabila était encore au maquis et que nous avons connu dans notre pays ici l'arrivée d'un grand révolutionnaire du nom de Che Guevara, il n'est pas venu par l'ouest du pays. Il n'est pas venu par un autre point de la République, et à l'est est la partie où aujourd'hui il y a toujours ces problèmes. Lorsque nous avons connu plusieurs incursions qui ont abouti un jour à ce que les pouvoirs ou les régimes de Mobutu soient chassés, c'est encore venu par l'Est et c'est par les mêmes coins. C'est quoi la problématique? La problématique, je pense qu'elle doit dépasser ce qu'on essaie de nous présenter aujourd'hui. Nous avons une particularité, c'est qu'en tant qu'une colonie belge, les Belges n'ont colonisé que 2 pays. À l'époque, il y avait nous comme colonie et les protectorats qui étaient au Rwanda, au Burundi. Et c'est le seul coin où nous sommes frontaliers. Nous étions encore vers les années 20 et les années 30, où, alors qu'il n'y avait aucun Congolais qui avait le pouvoir de décision, aucun Congolais qui pouvait influencer une certaine décision, on a vu une sorte d'exportation d'une certaine population vers notre territoire, régulièrement et légalement, à qui on a donné des droits fonciers. Et cette génération existe dans notre pays depuis maintenant 3 générations. Et c'est dans ces coins-là que nous constatons certains problèmes où des fois, il se pose un sérieux problème de savoir qui est congolais et qui ne l'est plus. Ou qui ne l'est pas. On va parler des mouvements d'Nkunda, qui à un certain moment, il agit en tant que général congolais en se disant comme état Banyamulenge, et plus tard, qu'il puisse maintenant lui-même réclamer sa nationalité rwandaise. Aujourd'hui, les cas semblent se poser aussi pour Bosco Tanganda. C'est quoi les problèmes? Les problèmes, je suis en train de dire, c'est un problème de savoir qu'est-ce que nous voulons par rapport à ces coins. Nous allons continuer à considérer qu'il y a des gens qui se considèrent comme étant congolais, parce que ça fait, comme je vous suis en train de vous dire, depuis 3 générations, ils sont là, non pas eux, mais leurs ancêtres, où nous allons tout simplement les intégrer, mais en essayant de mettre en place une politique conséquente pour essayer de mettre fin à ce genre de problèmes. Et en même temps, casser un peu les racines, casser un peu la branche, là où certains mouvements aimeraient toujours se reposer. Parce que, messieurs les journalistes, je vais vous dire une chose, c'était sous l'époque de Mobutu. Nous avons connu la révolution de Banyamulenge. Posons-nous quand même la question. S'ils n'ont pas mené une révolution comme toute révolution pacifique pourrait se mener, c'était une révolution qu'ils ont menée avec des armes. Qui les a armés? Voilà. Alors, avec vous, nous avons une quinzaine de minutes pour décrypter ces sujets d'actualité. Problème, faiblesse de notre armée en RDC, où il y a un problème de manque de diplomatie avec les pays voisins de l'Est? Non, il n'y a pas un problème de manque de diplomatie avec les pays voisins ou le problème de faiblesse de notre armée. Je vous dis que le problème de l'Est de notre pays a transcendé plusieurs générations. La problématique devrait se poser au-delà du simple concept politique. Il ne faudrait pas que les hommes politiques, c'est-à-dire quand ils ne sont pas au pouvoir, qu'ils puissent considérer maintenant que ces coins-là peuvent constituer pour eux un fonds de commerce, alors que les Congolais aujourd'hui, je pense que grâce à l'action menée par les chefs de l'État, la récente action en 2009, que nous appelons Opération Imo-Jaweto. Grâce à l'opération Imo-Jaweto, nous avons connu une situation qu'on n'a pas connue pendant plus de 10 ans. Il y avait une paix qui a régné où nous étions dans un processus de paix où on ne pouvait plus parler des terres occupées. Aujourd'hui, on ne parle pas des terres occupées, on parle des cas de désertion. Donc, c'est-à-dire, c'est encore la dernière réserve de cette poche de résistance. Si l'armée arrive à les mettre en place, c'est pourquoi j'aime toujours dire que nous sommes en train de négocier les derniers virages.
Mais les Congolais, ma foi, sont réunis au moins ne serait-ce dans cette matière. Cela touche à notre souveraineté. Il y a l'intégrité territoriale de notre pays qui est en jeu. Nous n'avons pas de problème particulier avec la communauté Hutu ou Tutsi. Ce n'est pas notre problème si les Hutus et les Tutsis ne s'entendent pas. Nous n'avons que des problèmes avec le Rwanda comme État. Maintenant, posons-nous la question. Quand nous avons un État voisin, qui est le Rwanda, quelle devait être notre diplomatie? Une diplomatie de conflit ou une diplomatie de paix? Une diplomatie de bonne entente ou une diplomatie de conflit qui devait toujours être des conflits récurrents? Cela me pousse à vous demander, est-ce que le ciel est bleu entre la RDC et le Rwanda, les pays de l'Est? Je suis en train de vous dire que dans les rapports entre les États, le ciel n'est jamais bleu de façon linéaire et permanente. Ah, voilà. Mais il y a toujours des choses qui sont réelles et il y a l'illusion qu'on essaie toujours de maintenir. Et ça, nous avons connu pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, nous savons qu'il y avait des États, c'est-à-dire il y avait l'IRSS, il y avait les États-Unis d'Amérique, qui étaient considérés comme étant les ennemis jurés, mais ils ont gardé leurs ambassades respectives. Pourquoi? Parce que je vous dis une chose, n'est pas dialoguer en politique et criminel. Il faut toujours garder un cadre de dialogue avec un État. Le Rwanda ne fera jamais l'affaire de la RDC comme la RDC ne fera jamais l'affaire du Rwanda. Chacun sera là pour ses propres intérêts. C'est toujours un jeu joué au chat et à la souris. Mais nous devons, nous, en tant que Congolais, savoir qu'à ce moment précis, en dehors des Rwandais qui se trouvent en dehors du pays, en dehors des Rwandais qui se trouvent ailleurs pour essayer peut-être de combattre le régime de Kagame à partir de l'intérieur et de l'extérieur, les Rwandais qui sont à l'intérieur, en cette matière, ils sont unis. Nous devons au moins les savoir. Donc cela veut dire que nous appelons toujours la classe politique congolaise, et je pense que les honorables députés qui ont siégé en plénière, je pense qu'ils ont parlé en tant que Congolais. Je ne pense pas qu'ils ont parlé avec des tendances, parce qu'aujourd'hui, personne n'a plus besoin de ce genre de tendances. Selon vous, comment une plénière à huis clos, quoi que la matière soit sensible, pourquoi laisser alimenter la population par maintenant des rumeurs? Non, on n'alimente pas la rumeur. C'est-à-dire, ça c'est au niveau encore de l'institution parlementaire. Mais c'est les journalistes et tout ce qui se passe au niveau de l'institution exécutive, personne ne le sait non plus. Nous sommes en train de parler d'une matière où il y aura forcément une matière qui sera mise devant les rideaux et l'autre qui sera derrière les rideaux, parce que nous parlons du secret défense. Et on ne peut pas aborder un cas de secret défense au vu aussi de tout le monde. C'est faire preuve d'irresponsabilité. Donc c'est ça que je suis en train de dire, que je soutiens cette démarche. Je voudrais seulement interpeller les honorables députés d'avoir des meilleurs sentiments, pour au moins réfléchir en tant que Congolais. Moi, je dis et je le répète, je sais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de négocier les derniers virages. Après ces derniers virages, nous pourrions au moins, en tant que Congolais, réfléchir, pour maintenant réfléchir sur l'intégration de ceux-là, parmi les Rwandais qui ont émigré chez nous pendant plusieurs générations, qui aimeraient bien entendu, se sentir Congolais. Il faut maintenant commencer à réfléchir. Parce que nous avons connu plusieurs problèmes, ne serait-ce que si notre propre loi sur la nationalité, qui a été plusieurs fois révisée, seulement à cause de ces problèmes de l'Est de notre pays. Et ça n'a pas apporté de solutions. Si je dis plusieurs fois révisée, pourriez-vous imaginer une chose? C'est qu'après avoir mis en place la loi sur la nationalité en 72, 10 ans après, en 82, ça va être révisé pour un seul cas de figure. C'est juste au moment où on a parlé des directeurs des cabinets du chef de l'État à l'époque, de Mobutu, Bisengimana, ça a créé un mouvement xénophobe avec d'autres tendances pour que la loi sur la nationalité soit révisée. Et je ne peux pas vous dire pendant la conférence nationale ce que la commission Vangu-Mambouedi avait dit. Quand nous sommes à l'étranger, nous sommes Congolais, nous entendons certains propos xénophobes de certains mouvements politiques, ça nous gêne. Et nous pensons que parce que ça nous gêne là-bas, nous avons la permission de les dire chez nous. Le monde aujourd'hui est en mutation. Nous vivons dans un monde ouvert. Alors, une autre question, autre approche de cette situation sécuritaire à l'Est, entre les pays voisins et la RDC, entre les groupes armés de l'Est et les FARDC, la MONUSCO se retrouve au milieu. Comment expliquez-vous cet acharnement des acteurs politiques, actuellement plusieurs institutions, même des députés, sur la mission de la MONUSCO en RDC? Non, le problème de la mission de la MONUSCO, nous ne devons pas... Je pense qu'il faut regarder ça sous des tableaux. Le premier tableau, c'est que la MONUSCO est là dans une action volontariste. C'est-à-dire qu'il y a quand même des États à travers le monde qui cotisent et en même temps qui envoient leurs éléments. Voilà. Nous pourrons dire que cela soit la bienvenue. Maintenant, il faut se poser la question sur l'efficacité sur le terrain. Est-ce que la MONUSCO doit venir avec son propre cahier de charges
où la MONUSCO pourrait tout simplement se fier peut-être au cahier des charges qu'ils peuvent trouver pour des gens qui ont la connaissance du terrain. Les débats se posent beaucoup plus à ce niveau-là. Si aujourd'hui je vais dans un milieu, je trouve un berger qui a 1000 têtes qu'il doit gérer, c'est-à-dire 1000 troupeaux, et plutôt 1000 têtes de bétail, il serait plus simple pour moi de demander à ces bergers le nombre de ces bétails que de commencer à les compter moi-même. La MONUSCO peut bien demander au niveau des FARDC, par exemple, comment nous devons agir, et cela, et les conseils de sécurité pourraient demander aussi notre avis pour adapter la mission à donner à la MONUSCO. Nous ne devons pas continuellement d'être devant une mission floue. Je suis persuadé que si la MONUSCO pouvait considérer que la terre à la RDC est attaquée sur son territoire, et que nous venons, comme nous l'avons constaté sous l'époque de Mobutu, comme étant une mission d'interposition pour être derrière les FARDC, c'est-à-dire derrière les éléments de phase à l'époque, pour maintenant combattre l'ennemi. Je pense qu'on n'aurait pas passé tout ce temps. Maintenant, c'est ce flou-là qui devient artistique que nous n'arrivions plus à comprendre. Nous avons pour mission, par exemple, de préserver la population civile. Mais la population civile, c'est la même population civile qui fait l'objet de viols. C'est cette même population civile qui fait l'objet de plusieurs sévices. Et nous savons les identifier qui sont les violeurs. N'allons quand même pas nous voiler la face. Nous savons que s'il n'y avait pas ce genre de mouvements dans notre territoire, il n'y aurait pas eu ces cas de viol que nous dénonçons tous. Alors pourquoi ne pas aider les FARDC? Alors, le prolongement de la mission de cette MONUSCO, est-ce vraiment une nécessité encore? Moi, personnellement, je ne suis pas favorable pour que la MONUSCO parte déjà du pays tout de suite. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on puisse se voiler la face. On a beau critiquer, par exemple, la MONUSCO, mais la MONUSCO n'a pas que fait de mauvaises choses dans notre pays. Nous avons connu à l'Équateur, avant que les FARDC se mobilisent avec la situation et l'attaque de l'aéroport, la MONUSCO était là, à cette époque, c'était la MONUC plutôt, pour essayer de rétablir l'ordre de ces côtés-là. Et c'était à l'Équateur. Pourquoi à l'Est, ça doit traîner? Le problème est plus percutant, plus persistant et plus complexe à l'Est. Moi, je pense qu'au lieu de dire que nous voulons que la MONUSCO retourne chez eux, il faudrait seulement que nous puissions interpeller la MONUSCO pour que la MONUSCO revoie un peu ces modes à travers le Conseil de sécurité. Exactement. Est-ce que, selon vous, on peut un jour respirer la quiétude, la paix à l'est de la RDC avec cette MONUSCO? Mais si je suis en train de dire que nous sommes en train de négocier les derniers virages, donc ça voudra dire que, vous savez, par rapport à cette situation, je vais parler dans un passé très lointain. Je parle seulement de l'action en tant que du chef de l'État depuis qu'il est là. Il y a plusieurs actions qui ont été menées avec des ratés, ça nous devons les reconnaître. Mais nous savons que lorsqu'on a mené l'opération Imojaweto, c'était une action concoctée entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise sous l'initiative bien attendue du chef de l'État, c'est-à-dire de la personne qui est le garant des institutions de ces pays. La MONUSCO ou la MONUC à l'époque a les critiqué. Mais c'est ça qui nous a permis d'avoir une paix, comme je suis en train de dire, qui est dans son processus. Aujourd'hui, nous parlons des cas de désertion. Ce n'est pas une remise en cause carrément des accords. C'est qu'il y a 12%, comme l'a révélé le ministre Mende, des gens qui font allégeance à Bosco Tangana et avec ces différents mouvements qui veulent encore se créer là-bas, que les FARDC sont tentés de combattre. Donc, tout cela pour dire une chose, c'est que l'armée congolaise a déjà fait des preuves. Et par rapport à cela, la MONUSCO peut aussi se remettre en cause pour se dire que nous avons mené plusieurs actions. Ces actions sur le terrain, par rapport à un mandat que nous entretenons qui semble être flou. C'est un mandat que eux-mêmes, leurs propres éléments, n'arrivent plus à comprendre. Eux-mêmes, les éléments de la MONUSCO, ils sont sur le terrain, les Indo-Pakistanais qui déjà chez eux ne s'entendent pas. Quand ils se retrouvent sur place, vous connaissez encore la phrase célèbre qui est restée dans l'histoire, non kunda, no job. Donc ça veut dire que ce n'est pas une phrase que Roger Mis peut par exemple cautionner. Si je dis qu'eux-mêmes, ils ne le comprennent pas, ça veut dire qu'il y a déjà une rupture entre la direction de la MONUSCO ainsi que les éléments sur le terrain qui commençaient maintenant à trouver que pour nous c'était devenu un motif de nous amuser. Il faut qu'il y ait la rébellion pour que nous puissions avoir du travail. Est-ce qu'on peut arriver à cette affirmation avec la MONUSCO pas de paix à l'est de la RDC? Non, on ne pourra pas arriver à ce genre de MONUSCO. Je vois mal l'ONU envoyer une mission dans notre pays, par exemple, pour encore renforcer encore les désordres. Je vois mal. Moi, je suis seulement en train de dire, c'est une œuvre humaine. Elle n'est pas parfaite. Mais il ne faudrait pas qu'elle puisse s'entêter parce que les résultats sur le terrain ne sont pas éloquents. Voilà. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci,
que les FARDC ont fait les preuves. Après quelques ratés, reconnaissons-les. Mais les FARDC ont fait des preuves. Les preuves faites par les FARDC sur le terrain pourraient inspirer à la MONUSCO. Comme je l'ai dit, vous arrivez quelque part, n'essayez pas de compter les membres des têtes de bétail vous-même, alors que vous pouvez poser la question tout simplement au berger qui vous dira que j'ai mis de tête. Voilà. Alors, dernière série de questions, des pistes et des solutions. Renégocier avec la MONUSCO, avec les pays voisins, agencer une nouvelle diplomatie, il faut faire la guerre. Donnez-nous les pistes et des solutions pour qu'il y ait quiétude de la paix à l'Est. Les pistes de solutions, pour moi, nous sommes dans l'action continue. Ne soyons pas aussi, ne nous affolons pas trop aussi. Nous parlons d'un cas de désertion. C'est-à-dire que ce n'est pas une remise en cause plutôt d'un processus. Les conflits internes. Le conflit est interne et surtout nous devons espérer que le conflit reste interne. Nous devons espérer laisser le conflit à ce niveau-là. Et nous pouvons que les considérer à ce niveau-là. N'appelons pas des éléments extérieurs à ces conflits. Ça ne servira pas à la cause congolaise. Ah voilà. Alors on peut, selon vous, prendre prioritairement quelle option? Diplomatique ou militaire? Non. Actuellement, il y a déjà une action militaire qui est faite parce qu'ils sont sur les fronts, les FARDC, pour essayer de les combattre. Mais pendant que nous les combattons, il faudrait tout simplement que nous puissions sortir d'une naïveté. Nous savons tous qu'il n'y a aucun mouvement armé qui peut résister sans une base arrière. Donc si la base arrière doit exister, c'est qu'elle peut exister dans les pays voisins. On ne voudrait pas les identifier. Mais il faudrait maintenant mettre en place une diplomatie qui puisse maintenant qu'il puisse y avoir une rupture entre les mouvements que nous sommes en train de combattre, plus les pays qui sont derrière, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas non plus dans leur intérêt, que la paix, vous savez, quand la paix ne se trouve pas en RDC, c'est aussi un problème chez les pays voisins. Est-ce que ce qui se passe à l'Est, surtout au sein de FARDC, n'est pas les reflets, les signes peut-être d'une mauvaise gestion de cette armée? Non, une mauvaise gestion de cette armée, je ne le dirais pas. Vous savez, avant d'être critique, commençons par analyser une affaire sur les fonds. Nous sommes en train de vivre une armée qui, aujourd'hui, tire ses origines à partir d'une armée de rébellion. C'est-à-dire la rébellion vient et la rébellion chasse les éléments qu'on trouve sur place. Et pendant qu'ils les chassent, ils devaient premièrement, commencer par solidifier les pouvoirs qu'ils ont amenés. Pour les solidifier, il fallait maintenant penser à l'intégration des éléments qui étaient là. D'abord commencer par les briser pour qu'ils ne soient plus des poches de résistance et penser à leur intégration. Je ne connais aucune armée au monde, je dis bien au monde, qui ne prend pas du temps pour le faire. Je pense que les cas d'Afghanistan devaient nous interpeller. C'est un débat qui a été porté jusqu'au niveau des candidats présidents en France, où il y avait même un problème de calendrier pour savoir quand est-ce que nous devons retirer les troupes. Même François Hollande, qui était pour un retrait des troupes d'ici pour fin 2012, en Afghanistan, il n'a pas dit que si je suis élu le lendemain, ils vont partir. Il a dit, j'ai juste que d'ici fin 2012, et après, il y aura un problème pour les matériels. Donc ça veut dire que même lui, François Hollande, avait commencé par reconnaître qu'il y a un problème. On n'essaye pas de désintégrer une armée pour l'intégrer encore et à penser que ça pourrait prendre aussi peu de temps. Ça, c'est avoir un discours seulement populiste ou si on veut essayer d'amuser la galerie. Notre armée est en train de se reconstituer, elle est en train de se recomposer, sachant qu'à côté, elle était frappée de plusieurs mesures, et là encore dans une certaine mesure, avec l'embargo, avec un certain nombre de choses. Mais dans ces conditions difficiles de travail, nous voyons aujourd'hui une armée qui commence à faire notre fierté. Après combien d'années? N'apprenons toujours pas à casser ce qu'on a construit. Quand on a construit quelque chose, nous devons maintenant essayer de développer l'idée de pouvoir faire quoi? D'arriver jusqu'à mettre les plafonds, jusqu'au plafond. Alors, résultat de monitoring des émissions de débats politiques hier soir aux différentes chaînes ici à Kinshasa, c'est qu'il ressort une idée de plusieurs analystes comme vous, qui tant qu'il y aura à la tête de la RDC des gens, des personnalités, des politiques issus de l'AFDEL dans l'ensemble, il n'y aura pas la paix en RDC. Non, attendez. C'est votre avis? Non, mais c'est quelque chose que je suis obligé d'écouter avec sourire. Je refuse les droits à certains Congolais de penser que le problème de l'Est peut devenir un fonds de promesses politiques. Je leur refuse ces droits-là. Je suis en train de vous dire que dans ces mêmes coins, dans notre pays vers les années 64, lorsque les grands révolutionnaires Che Guevara devaient arriver dans notre pays, il est arrivé par là. C'est dans les mêmes coins
que nous avons connu la révolution de Banyamulenge sous Mobutu, avec quelques incursions du fait Laurent Désiré Kabila. C'est dans les mêmes coins que l'AFDEL est arrivé en 1996. Et c'est les mêmes coins qui voient abriter un certain nombre de choses depuis plus de 10 ans. Si nous pensons que nous devons maintenant réduire cela par rapport à la situation actuelle pour maintenant chercher un fonds de commerce politique, chercher à accéder au pouvoir qu'on n'aurait pas eu par la voie des urnes, je pense que les Congolais leur ont dit non. Et les Congolais continueront à leur dire non. Les Congolais ont voté pour celui qui est là. Merci vraiment, M. Papi Tamba, pour cette analyse sur l'approche analytique de la situation sécuritaire à l'Est et la situation de la MONUSCO en RDC. Je vous en prie et je suis toujours là. Je voudrais quand même dire que je suis aussi acteur politique, membre du PPRD. Ah voilà. Donc vous êtes de la majorité. Bien sûr. Dans un instant, l'assainissement de la ville de Kinshasa, comment procéder à la procédure de la police tant décriée par la population qui ne cesse de demander à ce qu'on puisse revoir cette procédure. On va aller décrypter ce sujet, voir comment, c'est avec un analyste, il est aussi analyste politique indépendant, Guy Patrice Ongala, dans un instant.